Le Japon est souvent appelé le pays du soleil levant, mais peu de gens savent d'où vient ce surnom si poétique. Situé à l'extrême est du continent eurasien, le Japon est l'un des premiers endroits au monde à voir le soleil se lever. Depuis des siècles, les Japonais appellent leur pays Nippon, ce qui signifie origine du soleil. Ce nom est devenu, au fil du temps, un symbole qui représente tout le pays. Avec une superficie d'environ 378 000 km², soit à peu près la taille de l'État de Californie aux États-Unis, le Japon est un archipel composé de plus de 6800 îles. 4 grandes îles Onzu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku concentrent à elles seules 97% du territoire. Le paysage japonais est principalement montagneux et les volcans y sont nombreux. Le mont Fuji, qui culmine à 3776 mètres, est le sommet le plus élevé et un emblème naturel et culturel du pays. Le Japon bénéficie d'un climat tempéré, avec les 4 saisons bien marquées. Au printemps, les cerisiers en fleurs transforment les parcs en mer rose. L'été est chaud et humide, idéal pour les festivals traditionnels, les feux d'artifice et les spécialités de rue. L'automne, quant à lui, colore les érables en rouge flamboyant, une deuxième explosion de vie après le printemps. En hiver, la neige recouvre les montagnes, attirant les amateurs de ski du monde entier. Cette diversité saisonnière fait du Japon une destination touristique toute l'année. Bien que de taille modeste, le Japon est l'un des pays les plus densément peuplés, avec environ 125 millions d'habitants. Cela le place au 11e rang mondial. Cependant, près de 30% de sa population a plus de 65 ans, faisant du Japon la société qui vieillit le plus rapidement au monde. C'est un véritable défi pour le pays, notamment en matière de travail et de santé publique. La langue officielle est le japonais. Fait intéressant, ce langage utilise 3 systèmes d'écriture différents, les kanji, les hiragana et les katakana. Cela rend l'apprentissage particulièrement complexe pour les étrangers. Malgré cela, l'intérêt pour la langue japonaise ne cesse de croître, notamment grâce à la popularité mondiale des mangas, de l'anime et de la culture japonaise en général. Si tu penses encore que les femmes japonaises sont discrètes, habillées en kimono et silencieuses, détrompe-toi, aujourd'hui, elles cassent les stéréotypes. Elles sont indépendantes, ambitieuses, et elles n'ont pas besoin d'un homme pour réussir. Plus de 70% des femmes en âge de travailler ont un emploi, que ce soit dans des bureaux, des entreprises technologiques ou même à des postes de direction. Être femme au foyer n'est plus la seule voie. Beaucoup préfèrent suivre leur propre chemin. Quant à l'amour, elles ne se pressent pas. L'âge moyen pour se marier tourne autour de 29 ou 30 ans, soit plus tard que dans de nombreux autres pays d'Asie. Dans les grandes villes, une femme célibataire de 35 ans, qui travaille, voyage, adore les chats et investit en bourse n'est plus considérée comme laissée pour compte, mais comme une femme épanouie. Pour beaucoup, le mariage est un choix, pas une obligation. Et pour être choisi, un homme doit répondre à des critères exigeants. Fait curieux, de plus en plus de Japonaises sont attirées par les hommes étrangers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent plus démonstratifs émotionnellement. À l'inverse, les hommes japonais ont parfois du mal à exprimer leurs sentiments. Les plaintes sont nombreuses, il a oublié notre anniversaire, il ne dit jamais je t'aime, il passe plus de temps au travail qu'avec moi. Les hommes occidentaux, surtout les Européens et les Américains, sont appréciés pour leurs mots doux, leurs surprises romantiques et leur capacité à écouter. Résultat, chaque année, entre 6 000 et 7 000 Japonaises épousent un homme étranger. Ce phénomène est particulièrement visible à Tokyo ou Osaka. Le Japon est probablement le seul pays où tu peux oublier ton portefeuille sur un banc et le retrouver quelques heures plus tard, intact. Le pays affiche l'un des taux de criminalité les plus bas au monde, surtout en ce qui concerne les agressions ou les vols. Dans certains quartiers, la police installe des pièges, comme des vélos laissés sans surveillance ou des sacs posés à terre juste pour tester l'honnêteté des citoyens. Il y a tellement peu de délinquance qu'on ne sait même plus quoi surveiller. Tokyo, avec ses 38 millions d'habitants, est pourtant classée parmi les villes les plus sûres au monde. Les enfants prennent seuls les transports pour aller à l'école, et les adultes rentrent tranquillement à pied, même à 1 ou 2 heures du matin. Si tu perds quelque chose, il te suffit de te rendre au poste de police le plus proche. Tu as de grandes chances de le récupérer tel quel. Cette sécurité s'explique en partie par l'éducation dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent à ramasser les déchets, saluer les passants, et surtout à ne rien voler. En plus, la culture de l'honneur est profondément ancrée. Faire une erreur ou commettre un crime peut apporter la honte non seulement sur la personne, mais aussi sur sa famille, son entreprise ou son école. Perdre la face au Japon, c'est pire que la prison. Tu as sûrement mangé un jour des nouilles instantanées, mais savais-tu qu'elles viennent du Japon ?
Ce plat national a été inventé en 1958 par Momofuku Ando. Son idée était simple, créer une nourriture bon marché, rapide et nourrissante. 3 minutes, un peu d'eau chaude, et voilà un repas prêt à déguster. Depuis, les nouilles instantanées sont devenues un phénomène mondial. Et au Japon, elles existent dans toutes les variétés possibles. Au miso, aux fruits de mer, au curry, au bœuf, au fromage et même à la pizza ou au wasabi piquant. Les éditions limitées sont très prisées, et certains fans font la queue pour goûter la nouvelle saveur comme s'il s'agissait du dernier smartphone. Il existe même un musée des cup noodles à Yokohama. Là-bas, tu peux découvrir l'histoire de cette invention, créer ta propre soupe en choisissant les ingrédients et décorer ton gobelet personnalisé. Et le meilleur, tu peux le manger après. Quel musée te permet de goûter ce que tu viens d'apprendre? Si l'art pouvait prendre forme humaine, ce serait une jisha. En japonais, jisha signifie littéralement personne de l'art. Ces femmes suivent une formation professionnelle en danse classique, jeu du shamisen, cérémonie du thé, chant et conversation mondaine. Contrairement aux légendes occidentales, les jishas ne vendent pas leur corps, mais leur talent et leur compagnie. Elles étaient les idoles de l'intelligentsia japonaise. L'apparence d'une jisha dégage élégance, retenue et fierté. Kimono sobre, obi soigneusement noué, coiffure haute et un visage couvert de maquillage blanc, les lèvres colorées seulement dans la partie inférieure. Chaque geste, un pas délicat, un salut gracieux, porte en lui un héritage culturel vieux de plusieurs siècles. Le chemin pour devenir jisha est long et exigeant. La formation commence généralement vers 13 à 15 ans au statut de Meko apprenti. Elles résident dans une maison dédiée, où elles étudient la danse, la musique, la cérémonie du thé et l'art de la conversation mondaine. Seuls les apprentis les plus disciplinés et talentueuses deviennent, avec le temps, de véritables jishas. Fait intéressant. Les premières jishas étaient des hommes tekomoshi, mais les talents féminins de chant et de danse devinrent plus prisés, si bien que les jishas masculins disparurent presque. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une ou deux, témoins vivants de cette riche histoire. Au Japon, les excuses ne sont pas de simples mots, mais un rituel formalisé, de l'angle précis de l'inclinaison jusqu'au sacrifice de sa coiffure. Une inclinaison de 15 degrés sert de salut, 45 degrés expriment un regret sincère, et une prosternation complète au sol, doja, symbolise le repentir le plus profond de l'âme. Pourtant, parfois, une inclinaison ne suffit pas. Dans les CS graves scandales publics, manquements éthiques ou lorsque l'honneur collectif est en jeu, les Japonais se rasent la tête. Cette forme extrême d'expiation remonte à l'époque des samouraïs, où l'honneur valait plus que la vie et où les cheveux représentaient la fierté. Un CS célèbre concerne une idole accusée de relations illicites qui diffusa une vidéo d'excuses, la tête rasée, déclarant sa volonté de tout sacrifier pour regagner son honneur. Il est intéressant de noter que, parfois, s'excuser au Japon vise simplement à apaiser les tensions, préparer la réconciliation ou montrer du respect à l'interlocuteur pour ne pas le mettre mal à l'aise. Même si l'on vous bouscule par accident, vous entendrez probablement sorry. L'essentiel est de ne jamais humilier l'autre. Le Japon figure parmi les leaders mondiaux de l'innovation technologique, robotique, automatisation, électronique grand public et investissement massif dans la recherche scientifique. Chaque année, le pays consacre plus de 3% de son produit intérieur brut à la recherche et au développement, l'un des taux les plus élevés au monde, témoignage de l'engagement du gouvernement et des entreprises en faveur du progrès technique. De Toyota et Sony à Panasonic, Toshiba, Hitachi et Fujitsu, les grandes entreprises japonaises façonnent l'industrie mondiale. Dans l'automobile, Toyota vend régulièrement plus de 10 millions de voitures par an, lead tant en volume qu'en réputation de marque. En électronique grand public, Sony a offert au monde le Walkman et domine toujours le marché des consoles. Plus de 500 millions de PlayStation ont été vendus dans le monde. En robotique industrielle, le Japon produit plus de la moitié des robots mondiaux, et la technologie de mémoire flash née ici est au cœur des smartphones, des appareils photo et des disques SSD. De plus, en 2020, le superordinateur Fugaku a été lancé au Japon et reconnu comme le plus puissant au monde. À l'ère du numérique, le Japon reste non seulement un lead, mais incarne la persévérance, l'intelligence et la capacité à façonner l'avenir. Si vous redoutez de vous rendre seul à un événement ou craignez de rencontrer la famille, observez comment les Japonais règlent le problème. Ils embauchent tout simplement des proches ou des amis loués. À Tokyo et dans d'autres grandes villes, le nombre d'agences proposant des accompagnants à l'heure ou à la journée ne cesse de croître. Le client choisit ses parents ou amis selon l'âge, le physique et le caractère pour un tarif de 50 à 100 $ de l'heure. Un forfait complet pour simuler un mariage avec parents
amis et mariés peut atteindre 20 000 $ avec un scénario où les étreintes sont minutieusement orchestrées. Le secret de la réussite de ce secteur tient au haut niveau de professionnalisme des acteurs. Ils apprennent à se glisser dans leur rôle, verser des larmes à point nommé, tenir la main avec douceur et inventer des instants mémorables. Nombre de clients avouent ne pas différencier les invités loués des véritables convives. Dans un pays où la solitude est devenue un problème national, cette solution offre un remède temporaire au vide émotionnel. En arpentant Tokyo, vous croiserez des bâtiments à l'architecture surprenante, des lumières éclatantes et des enseignes proclamant amour, ne ris pas, ne rougis pas. Ce n'est pas de l'indécence, mais une facette de la culture. On recense plus de 20 000 love hotels du nord de Hokkaido jusqu'à Kyoto. La principale originalité de ces hôtels réside dans la créativité des décorateurs, chambres à thème, de Hello Kitty aux vaisseaux spatiaux ou aux cellules de prison pour jeux de rôle. On y trouve éclairage disco, baignoire en forme de cœur et même pluie artificielle, tout est pensé pour un séjour inoubliable. Dans une société où beaucoup vivent encore chez leurs parents, ces établissements offrent aux couples un écrin d'intimité. Sans réception, sans réservation préalable, la sélection s'effectue via écran tactile. Cette industrie génère plus de 40 milliards de $ par an, soit 2 fois le chiffre d'affaires de l'animation japonaise. Dans les eaux japonaises se trouve une île interdite aux femmes depuis plus de 1000 ans. Okinoshima, 700 mètres de hauteur et située à 700 mètres de la côte de la préfecture de Fukuoka, un site shinto sacré. Seuls les hommes, ayant accompli des rituels stricts de purification peuvent débarquer. Ils doivent se dévêtir, se baigner dans la mer, et ensuite ne rien emporter de l'île ni révéler ce qu'ils y ont vécu. Privé d'électricité, de réseau et de touristes, Okinoshima est un univers de silence et de vénération. Malgré cet isolement, des archéologues y ont découvert des dizaines de milliers d'artefacts anciens, miroirs de bronze, anneaux d'or, colliers en jade et objets rituels attestant d'une civilisation avancée du 4e au 9e siècle. Grâce à la préservation de son rituel, l'île a été inscrite en 2017 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Japon compte plus de 27 000 sources chaudes naturelles et environ 3 000 onsen, la plus forte concentration au monde. En ville, en forêt ou en pleine nature sauvage, l'ambiance féerique n'est jamais loin. Pour les Japonais, l'onsen est un rituel curatif. L'eau chaude détend les muscles et lave la fatigue invisible. Les personnes âgées soignent leurs articulations, les jeunes fuient le stress quotidien et les familles renforcent leurs liens le week-end. Le bain en onsen est une communion silencieuse, il suffit de rester assis ensemble dans la chaleur. Les touristes sont souvent surpris par la nudité obligatoire. Maillots et serviettes sont proscrits car le corps nu symbolise l'égalité. Avant de pénétrer dans les bassins, un lavage minutieux est exigé, signe de respect pour l'espace partagé. Courir, crier ou prendre des photos est interdit. L'onsen est dédié au calme et à la méditation. Le mont Fuji, 3776 mètres d'altitude, classé au patrimoine mondial et montagne sacrée des Japonais, le mont des dieux. Son ascension est vécue comme une purification de l'esprit, et au printemps, son sommet enneigé évoque un trait de pinceau vivant sur le ciel. Le château d'Osaka, érigé au XVIe siècle en forteresse militaire, aujourd'hui un lieu prisé des photographes avec ses toits verts, ses murs blancs et ses dragons dorés. On peut y enfiler une armure de samouraï. La bambouseraie de Sagano à Arashiyama, Kyoto, le bruissement des bambous est considéré comme un paysage sonore national protégé par la loi. Se promener entre les tiges, c'est pénétrer dans une autre dimension où seul le vent murmure. La vallée d'Owakudani à Hakone, volcan actif dont les sources bouillonnent et noircissent les œufs. On dit qu'un tel œuf offre 7 années de vie supplémentaire, et le déguster dans les volutes de vapeur volcanique est une expérience inoubliable. Le Japon n'est pas seulement une puissance technologique, c'est aussi un pays de festivals. Plus de 300 000 célébrations traditionnelles chaque année, plus qu'ailleurs. Au printemps, le Hanami célèbre la floraison des cerisiers sous un ciel de saké. En été, le Gion Matsuri de Kyoto déploie son passé millénaire et ses chars de 9 mètres. À Tokushima, l'Awa Odori transforme la ville en arène de danse et accueille plus d'1 300 000 visiteurs. En automne et en hiver, les lanternes du Nebuta Matsuri d'Aomori brillent dans la nuit, tandis que des feux d'artifice embrasent le Hokkaido enneigé. Les festivals sont le cœur culturel du Japon, reliant passé et présent. La cuisine japonaise allie finesse et audace. Sushi, sashimi, tempura et takoyaki sont des mets délicats, purs en goût et servis comme un spectacle. Pour les Japonais, l'unité de la couleur, de la texture et du son à la dégustation est essentielle, une harmonie parfaite comme dans une pièce classique. Mais ne croyez pas que tout soit délicat.
Si vous tremblez devant le sashimi, préparez-vous au basashi, viande de cheval crue. De fines tranches de viande équine sont accompagnées de sauce soja, de gingembre et d'ail. Les locaux vantent son pouvoir purificateur du sang, sa faible teneur en graisse et son apport élevé en protéines, et son goût légèrement sucré marque les esprits. Pour les touristes, c'est un défi psychologique, inoubliable, mais rarement renouvelé. Quant aux glaces, elles ne sont pas en reste, ramen, bière, viande grillée, encre de calmar et même goût de cheval. Dans un café de Tokyo, plus de 100 parfums sont proposés, chaque boule étant un choc gustatif. La cuisine japonaise n'est pas seulement un héritage, elle est un terrain de créativité sans limite. Le Japon figure parmi les pays les plus onéreux au monde, surtout dans les mégapoles de Tokyo et d'Osaka. Dans le centre de Tokyo, le loyer mensuel d'un appartement oscille entre 1 300 et 2 500 $. En périphérie, entre 390 et 800 $. Les repas peuvent varier de budget. Un déjeuner économique coûte entre 6,50 $ et 10 $, et un dîner pour deux se situe entre 26 et 80 $. Un menu chez McDonald's revient à environ 5 à 7 $. Les charges mensuelles électricité, eau, climatisation, collecte des déchets s'élèvent à 100 à 200 $. L'accès Internet domestique coûte de 30 à 50 $, l'Internet mobile illimité de 20 à 50 $. L'abonnement aux transports en commun vaut de 80 à 150 $, la salle de sport de 50 à 100 $, et un soin dentaire de 30 à 50 $ par séance. En moyenne, vivre au Japon revient à 115 à 3 500 $ par personne et par mois, selon le style de vie et la localisation. Bien que cela ne soit pas bon marché, la qualité de vie dans un pays moderne, sûr et confortable en vaut la peine. Nous avons exploré 15 faits remarquables sur le Japon, un pays où tradition et modernité se tissent ensemble de façon magique. Au cœur du Sahara vit un peuple dont la vie nous est moins connue que celle des pharaons égyptiens. On les appelle les hommes bleus du désert. Ce sont les Touaregs, mais leur véritable mystère ne réside ni dans la teinte indigo des étoffes, ni dans leurs chameaux. Leur univers repose sur les épaules des femmes. Ici, la femme choisit l'homme, elle possède la tente, détient la parole, décide de la progéniture et de tout ce qui se passe autour d'elle. Un divorce signifie simplement que l'homme range ses affaires sans un mot et disparaît dans le sable. Pas de scandale, pas de pension alimentaire. Si tu veux rester, fais tes preuves. Si tu veux aimer, demande la permission. Si tu veux épouser, souviens-toi que c'est toi qui entres chez elle, jamais l'inverse. Même marié, tu demeures un invité sous son toit. Bienvenue dans un matriarcat déguisé en culture nomade. A-t-elle ton imagination? L'aventure deviendra encore plus profonde, étrange et passionnante. Nous partons vers des contrées où la chaleur dépasse celle de la Sahara. Qui sont les Touaregs? Histoire, identité, ambiance. Les Touaregs ne sont pas qu'une tribu, ils forment une civilisation à part entière, parmi d'autres, avec leur propre écriture et une conception singulière de l'amour. Ils résident en Algérie, au Mali, au Niger, en Libye et au Burkina Faso. Ils survivent là où le monde moderne a abandonné, là où le mercure monte à 50 degrés le jour et descend à 5 la nuit. Ils boivent du thé, méditent sur la poésie et respectent un code subtil d'organisation familiale. Les hommes portent le voile, même devant leur mère, symbole de modestie, de force et de maturité. Les femmes, elles, sont fières, ouvertes, parées d'amulettes en argent et de vers poétiques, oui, de véritables poèmes. Chez les Touaregs, les femmes sont les héroïnes des légendes, des ballades leur sont dédiées, un simple regard peut sceller un destin. Leur langue est le tamashek, leur écriture le tefenog, aussi ancienne que la pierre, aussi vivante que le souffle. On y grave des mots d'amour, sur la peau, la roche, le sable. L'amour chez les Touaregs n'est pas un secret, c'est de la poésie, et tout le camp l'entend. Parmi les Touaregs, nul besoin de démontrer la puissance féminine, on la constate dès l'enfance. Un enfant n'étudie pas la matrilinéarité, il voit sa mère, sa grand-mère, sa tante agir, et tout devient évident. Tout se transmet par la lignée maternelle, la terre, la tante, les chameaux relèvent de sa compétence. Après une séparation, les enfants restent avec la mère. L'homme est un allié temporaire, parfois ami, parfois poète. Mais l'héritage, la filiation, c'est elle. Dans ce monde, une fillette grandit entourée de puissance. Elle voit sa mère prendre des décisions familiales, sa grand-mère donner des directives, sa tante négocier avec les hommes et triompher. Et elle apprend tôt, on n'élève pas les filles à la soumission, mais au respect. Respect, voilà le mot-clé. Une jeune Touareg connaît sa valeur, elle ne clame pas ses droits, elle les vit. Un ethnologue français notait dans les années 60, « Dans une famille Touareg, l'homme peut parler, mais c'est toujours la femme qui a le dernier mot. Ici, ce n'est pas une provocation, mais l'ordre naturel des choses. »
La tente chez les Touaregs n'est pas seulement un abri, c'est le symbole de la famille et elle appartient à la femme. Le mari y entre, jamais l'inverse. À l'intérieur, rien de superflu, des tapis, des coussins, des coffres, une théière, quelques tasses, de l'argenterie et des livres onsentiques, Coran, poèmes, chroniques familiales antifénog. C'est la femme qui monte et démonte la tente. Elle sait où placer le coffre à bijoux, comment tendre une toile contre le soleil, ou dissimuler une lettre privée, c'est sa forteresse. Les femmes tissent, préparent le thé, tiennent le registre du bétail. Elles veillent à l'ordre et à l'équilibre, tout en participant au commerce caravanier. Au Mali, des dynasties féminines exportent encore vers l'Algérie et la Libye. Elles négocient, signent des contrats et engagent parfois leur propre escorte. L'éducation touareg repose sur un subtil équilibre. Pas d'injonction, pas de punition, pas d'intimidation, tout s'appuie sur l'exemple et la conversation. Les enfants grandissent au milieu des adultes, écoutent les discussions, se laissent porter par les récits joyeux, effrayants, romantiques. On apprend aux garçons que l'homme vrai n'ordonne pas. Il attend, il fait la cour, il montre du respect. À la fille, on enseigne qu'elle décide de son destin. Que dire non n'est pas une faiblesse, que la solitude n'est pas une honte, que le mariage est une alliance, non une fatalité. Les enfants grandissent dans le respect de la femme, mère, grand-mère, sœur. Et cela se voit. Un adolescent n'élève pas la voix, n'interrompt pas, car la culture et la tradition l'en dispensent. Si tu crois que l'amour nomade n'est que question de biologie ou de contrat, tu n'as jamais entendu flirter les Touaregs, c'est de la poésie. Un homme incapable de composer un vers est jugé immature, il peut être riche, s'il se tait, il n'éveille aucun intérêt, les compliments creux n'enchantent pas une femme Touareg. Oublie tous ces que tu sais de tu as de beaux yeux, ou je t'aime bien. Ici la femme écoute les vers, si tu ne sais pas parler en poésie, tu n'es rien pour elle. Mais si tu sais, inscris un dans les commentaires et je te donnerai un conseil. Quand la flûte retentira, la tente s'ouvrira et tu sauras comment le désert murmure oui. Revenons donc à la nuit saharienne. Oui, il existe des tentes d'amour parmi les Touaregs. Une jeune fille, adulte peut y recevoir des invités. C'est n'est ni un lieu de péché, ni un foyer de honte, c'est un espace de choix. Elle décide qui franchit le seuil et qui reste dehors. Quand le feu crépite doucement, un homme peut se tenir en silence devant l'entrée. Si la flûte retentit, il peut pénétrer. Sans parole, juste musique et consentement. Au matin, tout est terminé, personne ne demande « et maintenant ?» car la poésie a parlé, tout a été dit. Pas de jalousie, pourquoi? Parce que le choix y est naturel, parce qu'il n'y a aucune contrainte, parce que les relations ne se comprennent pas comme des possessions. La jalousie naît de la pression, mais chez les Touaregs, choisir quelqu'un est un honneur et demain, on peut choisir autrement. Ce n'est pas une tragédie, c'est le désert, rien ne survit à la force, on ne surveille pas, on ne lit pas les lettres d'autrui, on n'exige pas de mots de passe. Car celui qui demeure à tes côtés l'a fait par volonté, celui qui s'en va poursuit sa route. Un paradoxe, peut-être, pourtant, cette culture fonctionne sans scandale, sans hystérie, sans drame. La plupart des Touaregs sont musulmans, oui, ils lisent le Coran, oui, ils accomplissent la prière, oui, ils respectent le Ramadan. Pourtant, la femme Touareg demeure libre, elle n'est pas contrainte de se voiler, ni de rester cloîtrée, ni de demander l'autorisation pour voyager. L'islam s'est implanté par le respect, non par l'épée. Il n'a pas effacé l'ancien, il s'est fondu en lui. L'esprit du désert s'est avéré plus puissant que toute loi. La femme n'a pas perdu ses droits, c'est là tout l'exceptionnel. Les chercheurs qualifient les Touaregs d'exemple unique d'islamisation douce, non par la conquête, mais par le temps, le sable et les veillées au coin du feu. Si tu penses que la vie Touareg se limite aux tentes et aux chameaux, voici de quoi te surprendre. Les femmes font tourner l'économie, non comme auxiliaires mais comme chefs. Sur les marchés de Tamanrasset, d'Ara et d'Agadé, elles vendent sel, tissus, bijoux et épices. Elles négocient, organisent la logistique, leurs concurrentes même les respectent. Une femme Touareg est stratégiste, son mot compte. Nombre d'entre elles participent aux conseils tribaux, pas dans un parlement, mais là où se décident les routes, la politique et les conflits. Et elles ne se taisent pas, elles ont le droit de parole. Dans les différents entre-clans, sur les frontières, les divorces, CE sont souvent des femmes qui interviennent en tant que médiatrices. Elles réclament la paix et les chefs les écoutent. Les Touaregs ne sont pas qu'un peuple du désert, ils sont un miroir. Ils montrent qu'une société peut exister où les femmes ne revendiquent pas le pouvoir, car elles le détiennent déjà. Les hommes ne souffrent pas de la perte de contrôle, ils grandissent par le respect.
Leur monde n'est pas utopique, sécheresse, conflits et pauvreté en font partie. Pourtant, ils conservent un équilibre rare, liberté sans agression, amour sans peur, divorce sans tragédie, et une alliance où chaque époux est poète. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les Touaregs perdurent. Nous regardons souvent l'Afrique avec des préjugés, y voyant pauvreté, difficulté et retard. Or voici un peuple qui surpasse tant de civilisations modernes. Chez les Touaregs, le féminisme n'existe pas parce qu'il n'est pas nécessaire. Leur société n'est pas parfaite, mais elle offre une autre vision de l'égalité, non comme combat, mais comme manière de vivre. Avez-vous déjà entendu parler d'une tribu dont les hommes dépassent en taille n'importe quel joueur professionnel de basket-ball que vous pourriez croiser, où une stature exceptionnelle n'est pas simplement une question d'hérédité, mais une véritable part de la fierté collective, un symbole de leur identité et de leur lien avec leurs ancêtres. Cette tribu, ce sont les Dinkas, le peuple le plus grand d'Afrique. Mais leur taille est loin d'être la seule chose qui les rend si particuliers. Ils portent des marques spéciales que l'on ne peut ni acheter sur un marché ni obtenir par un autre moyen. Ce sont des signes visibles attestant qu'une personne est déjà devenue adulte, et si vous ne les avez pas, personne ne vous écoutera, quel que soit votre statut. Ils vivent aux côtés de leurs bovins, ils couvrent leurs cheveux de cendre et ne qualifient jamais leur bétail de propriété, mais de famille. Chaque animal ici est une partie indissociable de la vie humaine. C'est une tribu où des règles strictes sont toujours en vigueur, où l'honneur et le statut ne se discutent pas, ils se voient. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir ne sera jamais montré à la télévision. Au cœur du Soudan du Sud réside un peuple dont presque personne ne parle et que peu connaissent. On croirait qu'ils ont été créés sur commande directe de la National Basketball Association, taille parfaite, attributs physiques impressionnants, mais sans publicité, sans promotion et sans contrat. Ces peuples, ce sont les Dinkas, l'un des peuples les plus grands au monde. La taille moyenne des hommes oscille entre 185 et 210 cm. Oui, ce n'est pas un mythe, ni une jolie légende, mais un fait officiellement documenté, confirmé par des anthropologues et par des milliers de visiteurs stupéfaits. Mais ce qui est véritablement frappant, ce n'est pas seulement leur taille, mais que, au sein même de la communauté, cela n'est pas considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Au-delà de leur taille, la première chose qui frappe est leur chevelure, densément couverte de cendres. Mais ce n'est en aucun cas un élément purement décoratif ou un simple choix esthétique. Pour eux, la cendre est quelque chose de bien plus profond. Elle fait partie de l'hygiène quotidienne, un moyen de protection du corps et une composante importante de leur culture. Cette cendre provient de la combustion du fumier de vache, qu'ils brûlent ici avec un grand respect, car dans leur croyance, les vaches sont des êtres sacrés qui offrent la vie et la subsistance nécessaires à la tribu. La cendre est appliquée à la main, et on l'étend généreusement, des racines des cheveux jusqu'aux pointes, donnant à la coiffure une couleur caractéristique, presque argentée, et une texture dense. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler n'être qu'une coiffure ou un style à la mode, mais pour les Dinkas, c'est bien plus. C'est une façon de rester fidèles à eux-mêmes et à leurs aïeux, une expression d'un profond respect pour la nature, pour la terre sur laquelle ils vivent et pour les générations qui les ont précédés. À travers la cendre, ils témoignent de leur vénération pour le monde naturel, pour la terre fertile et pour les rituels transmis de génération en génération. Ce n'est pas qu'une apparence extérieure, mais un symbole intérieur d'appartenance et de confiance. Quiconque ne porte pas de cendre est automatiquement considéré comme un étranger et exclu du cercle des dignes de confiance. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus curieux. Le plus haut degré de confiance qu'un homme Dinka peut recevoir ne vient ni des anciens ni des guerriers, mais de la femme qui est son épouse. Les femmes Dinka portent des vêtements spécifiques indiquant leur statut et leur position au sein de la famille. Les jeunes filles non mariées s'habillent de façon à ce que tout un chacun comprenne immédiatement. Cette âme juvénile est pure et chaste. Mais dès qu'elles se marient, leur garde-robe s'enrichit d'un nouvel élément, un tablier en laine de chèvre rugueuse mais solide, qui non seulement protège, mais symbolise aussi le passage à un nouveau rôle social. De plus, elles s'ornent de nombreux colliers et bracelets de perles. Certaines portent même de véritables corsets de perles ou s'affublent de dizaines de colliers couvrant entièrement la poitrine. Dans cette tribu, les cheveux longs ne sont pas valorisés. À l'inverse, une tête presque entièrement rasée est considérée comme le modèle de beauté et d'harmonie intérieure. Dans la tribu Dinka, on pourrait croire que tout est très simple et clair. L'homme est le chef de famille, la femme est la gardienne du foyer, un patriarcat typique. Mais voici le paradoxe, c'est précisément la femme qui agite en tant qu'architecte caché du statut masculin. Oui, les hommes participent aux assemblées des anciens,
conduisent le bétail au pâturage, défendent la tribu contre les pillards et prennent des décisions, mais chaque décision vraiment importante, de l'élection d'un nouveau chef jusqu'à la vengeance pour un frère tué, doit toujours passer par l'approbation et le regard de l'épouse. Dans cette culture, la femme, à première vue, reste dans l'ombre, mais son ombre gouverne le scénario. Et oui, tout cela se déroule dans une tribu que le monde entier considère comme profondément patriarcale. Alors, lorsque vous verrez un grand guerrier d'Inca à côté de son taureau, sachez ceci. Sa force ne réside pas seulement dans ses muscles et dans sa lance, mais aussi dans la sagesse de la femme qui reste dans l'ombre, mais qui guide sa vie et son destin. Sans le soutien maternel et sans l'approbation de son épouse, un homme n'atteint pas la plénitude. Chaque représentant du sexe masculin doit accomplir une épreuve sacrée qui laisse une marque inoubliable sur son corps et symbolise le passage définitif de l'enfance à l'âge adulte. Ces signes, de véritables cicatrices sculptées dans la peau, ne servent pas uniquement d'ornement, mais sont la preuve du courage et de la volonté de prendre des responsabilités. Chez les Dinka, le passage du garçon à l'homme n'est pas déterminé par l'âge, mais par un rituel dont l'élément central est la scarification, des incisions profondes et réfléchies, le plus souvent tracées sur le front. Pour nous, habitants des cités modernes, cela peut sembler exotique voire cruel, mais pour eux, c'est un rite d'initiation sacrée, un lien avec leurs ancêtres et la confirmation de leur force intérieure. Le jeune homme doit endurer la douleur la plus intense, ne jamais pousser un cri, ne jamais laisser échapper un gémissement perçant. Même froncer les sourcils sous la douleur est considéré comme un signe de faiblesse. Chaque nouvelle cicatrice sur le front est un pas de plus vers la vie adulte, un pas vers la responsabilité, un pas vers le droit de prendre la parole parmi les anciens. Ce sont ces cicatrices, visibles de tous, qui témoignent de la véritable ténacité, de la maturité et de la virilité. Le maître qui réalise le rituel utilise des lames particulièrement tranchantes, et sur les plaies encore fraîches, on applique immédiatement de la cendre et d'autres substances naturelles pour que les cicatrices cicatrisent en relief, bien marquées. Ce n'est pas un simple tatouage que l'on peut effacer, c'est pour la vie. C'est le sceau de la tribu, le sceau du courage et la preuve que l'on a mérité le droit d'être considéré comme un homme. Sans ces marques, si grand et fort que vous soyez, vous resterez un garçon. Votre avis ne comptera pas lors des réunions des anciens, vous ne serez pas considéré comme l'égal dans les affaires liées au bétail ni dans les négociations. Si les cicatrices sont votre passeport pour la vie adulte, désormais, vous êtes prêt à assumer la responsabilité de vous-même, de votre famille et de votre cheptel. Et le mot cheptel, ici revêt une importance capitale, car c'est bien le cheptel le véritable moteur de la vie. Nous avons déjà mentionné que les Dinka ne qualifient jamais leur bétail de propriété, car pour eux ils représentent bien plus. C'est un membre à part entière de la famille et le fondement de leur univers. Pour un homme Dinka, un taureau n'est pas seulement un animal, mais son âme et son compagnon spirituel. Chaque jeune homme, après avoir achevé le rituel d'initiation, reçoit en cadeau un taureau qui devient son véritable ami et compagnon. Un garmaluo, nom que l'on peut donner à ces taureaux, se transforme en musicien et en poète. Il chante des chansons sur sa beauté et sa force, il dort à ses côtés lorsque le cheptel broute dans la prairie. La couleur et la forme de ses cornes font partie de l'identité de l'homme. Il peut même adopter un second nom en rapport avec le nom de son animal favori. Le statut d'un homme au sein de la tribu se mesure non seulement au nombre de têtes de bétail, bien que ce soit également important, mais aussi à sa relation avec ses taureaux, à quel point son garmaluo est soigné, combien ses chants dédiés aux taureaux sont puissants, et à quel point il comprend en profondeur leur nature et leur comportement. Pour les Dinka, le bétail est à la fois une monnaie. Ils versent des vaches comme dot pour la fiancée, c'est de la nourriture, lait, sang et viande, et lors des célébrations, c'est un combustible. Le fumier sert de combustible, la cendre pour la cosmétique, et l'urine comme antiseptique et pour éclaircir les cheveux. Mais l'essentiel est l'acte spirituel. Perdre un taureau est une tragédie comparable à la perte d'un membre de la famille. Pour le volume de bétail, on peut être tué sans hésitation. Dans un monde où il n'existe ni banque ni action, le bétail est tout. Ton histoire, ta sécurité, ton chemin vers le mariage, ton statut et ton héritage. Et tant que tu n'auras pas accompli l'épreuve des cicatrices et noué un lien indéfectible avec ton taureau, tu ne seras pas un membre à part entière de cette unique, très grande et cendrée famille du Soudan du Sud. Comme vous le savez déjà, le pays où vivent les Dinka est le Soudan du Sud. Dans la région, il existe de nombreuses autres tribus, mais les Dinka sont hélas ni la plus nombreuse. Ils vivent de chaque côté du puissant Nil, et grâce à leur culture axée sur le bétail, les tribus voisines les appellent même la tribu aux cornes. Curieusement, chaque famille Dinka peut reconnaître ces vaches à la courbure de leurs longues cornes,
Les cornes se forment dès l'enfance, et chaque clan leur donne une forme particulière, unique à cette lignée. Lorsqu'un garçon devient définitivement un homme, il reçoit un second nom, le nom de son taureau. L'élevage dans la culture d'Inca coexiste de manière organique avec l'agriculture, et ces deux activités s'alternent en fonction des saisons. De mai à novembre, lorsque de fortes pluies s'abattent sur le Soudan du Sud, la tribu migre vers les plaines fluviales et la savane pour cultiver des céréales, du tabac et des légumes. Mais lorsque la saison des pluies prend fin et que le niveau du Nil baisse, les Dinkas retournent avec leur bétail sur les pâturages qui commencent à se dessécher dans les basses terres du fleuve jusqu'à la saison suivante des pluies. L'ethnie Dinka est l'une des moins étudiées, mais en même temps l'une des plus étonnantes et des plus captivantes du continent africain tout entier. Ils n'utilisent pratiquement pas les acquis de la civilisation moderne, la seule chose qui est pénétrée dans leur quotidien, c'est l'arme à feu. Les fusils et les légendaires mitrailleuses Kalachnikov leur servent à protéger leur précieux bétail, à intimider les tribus voisines et à repousser toute attaque. Leur mode de vie est en substance resté tel qu'il était au Xe siècle, et selon toute vraisemblance, il restera pratiquement inchangé pendant au moins encore plusieurs siècles. Cependant, si l'on y réfléchit, nous n'avons pas non plus changé de manière fondamentale, nous avons simplement remplacé notre cheptel par des comptes bancaires, et nos cicatrices par des titres et des postes. Ces peuples ne nous montrent pas un état d'arriération, mais révèlent plutôt une autre facette de l'humanité que l'on voit rarement dans les journaux télévisés du soir. Si cette histoire vous a paru intéressante et instructive, mettez un j'aime et abonnez-vous. C'est à vous de décider, mais vous ne le regretterez certainement pas, car de nombreuses autres histoires similaires nous attendent et méritent d'être racontées au monde. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, embarquons pour un voyage inoubliable à travers la Finlande, le joyau éclatant de l'Europe du Nord. Souvent salué comme le pays le plus heureux du monde, la Finlande compte un peu plus de 5 millions d'habitants. Son territoire se déploie en un kaléidoscope de 188,000 lacs cristallins, de forêts boréales anciennes s'étendant jusqu'à l'horizon, et d'une nature si vierge qu'elle semble figée depuis la nuit des temps. Réputée pour son système éducatif révolutionnaire et ses innovations de pointe, dont le géant des télécommunications mobile Nokia, la Finlande puise sa véritable magie dans une manière de vivre où s'harmonise modernité de pointe et puissance régénératrice de la nature. Est à plonger dans le pays du soleil de minuit et des aurores boréales, appuyez sur One pour commencer votre exploration. Au cœur de l'histoire finlandaise se tiennent ces femmes, admirées non seulement pour leur beauté naturelle, mais aussi pour leur résilience indéfectible, leur esprit vif et leur indépendance farouche. Dès 1906, la Finlande s'est illustrée en accordant aux femmes le droit de vote intégral, ouvrant la voie à une représentation politique équitable. Depuis lors, les femmes finlandaises n'ont cessé de repousser les limites. À 34 ans, Sanna Marin est devenue l'une des plus jeunes chefs de gouvernement au monde, incarnant un leadership à la fois empathique et visionnaire. Leur influence dépasse cependant largement le cadre politique. De découvertes majeures en biosciences et en technologie de l'information à des succès primés en littérature, musique et arts visuels, les femmes finlandaises façonnent chaque facette de la société tout en perpétuant des traditions familiales chères. Leur vie illustre un équilibre remarquable entre ambition professionnelle et épanouissement personnel, faisant d'elles l'incarnation de la femme moderne. Pourtant, la latitude nordique comporte son lot de défis. Les longs hivers glaciaux, avec des températures souvent inférieures à 20 degrés Celsius, s'étendent sur des mois où la lumière du jour peut se réduire à 2 heures par jour. Malgré un système de protection sociale solide, ces périodes obscures peuvent peser sur le moral, favorisant mélancolie saisonnière et solitude. Nombre de femmes finlandaises jonglent entre carrières exigeantes et responsabilités domestiques, un véritable acte de bravoure au quotidien. Les écarts de salaire persistants dans certains secteurs et les opportunités d'avancement limitées accentuent la pression, poussant les femmes à se surpasser pour être reconnues. La norme sociale, qui valorise à la fois réussite professionnelle et dévouement familial, pose un défi peu commun, renforçant l'image de femmes finlandaises tenaces et sereines sous l'adversité. Au milieu de ces épreuves, une tradition brille comme un phare de chaleur et de renouveau, le sauna. Incontournable en Finlande, il se trouve dans presque chaque foyer, chaque cottage au bord d'un lac et chaque centre de bien-être urbain. Bien plus qu'un simple loisir, le sauna est un lieu de rassemblement où familles et amis se réunissent pour se ressourcer, se détendre et se régénérer. En passant de l'air glacial à la chaleur enveloppante d'une cabine chauffée au bois,
on ressent une étreinte réconfortante qui chasse toxines et tensions. Lorsqu'on jette de l'eau sur les pierres chaudes, un sifflement de vapeur s'élève, intensifiant la quiétude. Un instant de quiétude partagée qui rappelle aux Finlandais leur lien mutuel et leur communion avec la nature. Qu'il s'agisse d'une humble cabane au bord du lac ou d'un spa contemporain, le sauna finlandais symbolise santé, résilience et héritage culturel éternel. Plébiscité dans le monde entier, le modèle éducatif finlandais repose sur le principe « apprendre à être heureux ». Refusant les examens standardisés à haute pression, les écoles mettent l'accent sur la créativité, la pensée critique et le bien-être émotionnel. Les enseignants y sont mentors et accompagnateurs, encourageant les talents uniques et la motivation intrinsèque de chaque élève. Le programme intègre des matières académiques à des situations concrètes. Les élèves explorent la physique à travers l'architecture locale ou découvrent l'écologie lors de sorties en forêt. Les devoirs sont rares, les contrôles peu fréquents et le jeu reconnu comme partie intégrante de l'apprentissage. Résultat, des enfants confiants et empathiques, prêts à innover et à coopérer. Cette approche centrée sur l'humain a fait de la Finlande un modèle d'excellence éducative et de progrès social. Pour les aventuriers, la Finlande se lit comme un conte de fées vivant. Imaginez-vous dans un traîneau recouvert de fourrure, glissant en silence à travers un bois éneigé, tandis que les huskies bondissent en laissant échapper des nuages de vapeur. Ou imaginez monter à bord d'un brise-glace, dont la proue fend des archipels gelés tandis que d'immenses plaques de glace turquoise se brisent dans un fracas poétique. Et lorsque la nuit tombe, levez les yeux vers l'aurore boréale, des rubans verts, violets et dorés dansant dans le ciel en une chorégraphie céleste. Ces instants, à la fois humbles et grandioses, rappellent que le plus grand luxe de la Finlande est d'offrir le silence devant une beauté originelle. Au sud de la Finlande, la République de Lettonie s'étend le long des côtes orientales de la mer Baltique et compte environ 1,9 million d'habitants. À la croisée des héritages baltes et slaves, elle marie châteaux médiévaux et gratte-ciel contemporains avec élégance. Riga, la capitale, séduit par sa vieille ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO, ruelles pavées, cathédrales gothiques et concentration unique d'édifices art nouveau. De jour, les marchés vibrent de l'artisanat local et des pâtisseries pommes-carottes fumantes. De nuit, les cafés raffinés et les salles de concert résonnent de musique folklorique et de jazz moderne. En Lettonie, les femmes allient grâce et détermination. Chez les 25-34 ans, plus de 51 pairs des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 28 pairs des hommes, faisant d'elles des pionnières dans les domaines académiques, économiques et publics. Elles préservent des traditions millénaires, tissage de textiles, chants chorales et fêtes saisonnières, tout en impulsant l'innovation en technologie, finance et tourisme durable. Des événements, comme le Go Blonde Parade, hommage festif aux célèbres chevelures claires de Lettonie, servent aussi à financer la recherche contre le cancer, illustrant une culture où responsabilité sociale et festivité vont de pair. Les paysages lettons se transforment au rythme des saisons. Au printemps, les forêts se parent d'un tapis de mousse émeraude et de fleurs sauvages. L'été invite à la baignade sur des plages de sable fin et au sport nautique sur des rivières sinueuses. L'automne revêt la campagne d'or et de cramoisis, et l'hiver couvre tout d'un manteau neigeux, idéal pour le ski de fond et la passion nationale du hockey sur glace. Le parc national de la Gauja, surnommé la Suisse lettonne, convie les randonneurs à explorer falaises calcaires, cavernes secrètes et les méandres de la rivière, où les brumes matinales évoquent une magie intemporelle. Depuis sa reconquête de la souveraineté en 1991 et son adhésion à l'UE et à l'OTAN en 2004, la Lettonie a connu une transformation spectaculaire. L'industrie manufacturière, les technologies de l'information, l'agriculture et le tourisme stimulant aujourd'hui une croissance robuste, centrée sur le dynamique quartier financier de Riga. Un système de santé universel et un réseau éducatif de qualité garantissent une main-d'œuvre qualifiée, tandis que l'une des moyennes de vitesse Internet les plus élevées d'Europe favorise le télétravail, le commerce en ligne et les start-up créatives. Malgré cette modernisation rapide, l'âme lettonne demeure ancrée dans la chaleur et l'hospitalité, offrant à chaque visiteur un accueil sincère. Le cœur culturel de la Lettonie bat plus fort lors du festival de chant et de danse, organisé tous les 5 ans et classé par l'UNESCO comme chef-d'œuvre du patrimoine immatériel. Des dizaines de milliers de chanteurs, danseurs et musiciens se réunissent pour interpréter des milliers d'hymnes et de danses folkloriques en costumes traditionnels colorés. Dans le même temps, la cuisine lettonne raconte son propre récit. Pain de seigle noir, soupe à la crème aigre, poissons fumés et pâtisseries au miel nourrissent le corps et l'âme. Transmises de génération en génération, ces coutumes forgent une unité durable face au changement.
Au sud-est, la Biélorussie s'étend sur de vastes plaines, denses forêts et villes historiques. Souvent délaissées par le tourisme de masse, elle offre une immersion authentique dans la culture slave. Églises orthodoxes majestueuses, larges avenues soviétiques et fêtes populaires montrent une société où tradition et modernité se conjuguent. Les femmes biélorusses, réputées pour leur chaleur, leur ouverture et leur esprit cosmopolite, créent une atmosphère accueillante pour des visiteurs, nombreux à voyager sans visa. Si le coût de la vie peut être élevé et les réglementations strictes, les voyageurs y découvrent une richesse d'échanges culturels rares ailleurs. Des cieux lumineux et des saunas sacrés de Finlande aux ruelles médiévales et au cœur festif de Lettonie, en passant par l'hospitalité authentique et la profondeur culturelle de la Biélorussie, l'Europe du Nord déploie un éventail d'expériences variées. Chaque nation mêle paysages sauvages et charme urbain, rites ancestraux et évolution moderne, promettant à chaque voyageur une découverte unique. Que vous rêviez des frissons des aurores boréales, de la convivialité des festivals folkloriques, du silence des forêts enneigées ou de la quête intellectuelle dans des écoles de renommée mondiale, ces terres sont prêtes à vous inspirer. Si ce panorama a éveillé votre désir d'évasion, appuyez sur One, votre enthousiasme nourrit nos prochaines expéditions.